Oui, donc bonjour à tous. Merci à Teddy de nous recevoir dans les webinaires du MEDEF 17. Je suis donc le président de l'association Digital B et j'ai souhaité qu'on organise cet événement en collaboration pour pouvoir sensibiliser et vous faire profiter de l'expérience de Timothée et de Frédéric qui ont développé des applications en no-code. C'est vrai que tous, dans nos entreprises, on s'intéresse au digital, on a besoin d'améliorer nos performances avec le numérique. Mais c'est une des grosses difficultés, c'est le recrutement. C'est de trouver des développeurs de qualité, aussi de pouvoir les manager pour faire des solutions qui soient pérennes et durables dans le temps. Donc, du coup, pouvoir développer des applications en quelques clics, en une demi-journée, en quelques heures, c'est quand même très, très séduisant. Et au travers de l'expérience de Frédéric et Timothée qui pratiquent ça déjà depuis quelques temps, plusieurs mois, voire quelques années, je pense que c'est intéressant de les faire témoigner de leur retour d'expérience. Je ne vais pas rester avec vous parce que j'ai des dossiers sur le feu et je regarderai avec beaucoup d'attention, par contre, le webinaire qui sera présenté en replay. Voilà, donc je pense que Teddy, tu vas animer tout ça avec tous les membres qui sont présents avec nous. Et puis, Frédéric et Timothée vont vous faire, j'espère, une démonstration performante du no-code. Ok, Timothée, Super. on va démarrer alors. Ouais. Donc, bienvenue à toutes et à tous donc, dans ce webinaire qui est dédié au no-code. Donc, voilà, on a titré une petite révolution. C'est effectivement une petite révolution. On va essayer de vous expliquer en quoi c'est une révolution. Et donc, on va animer à deux ce webinaire. Donc, Timothée, le patron de l'agence Agile et moi-même. Donc, ce que je te propose, Timothée, c'est qu'on fasse une petite présentation très rapide en une Tout à minute fait. de ce que l'on fait. Je te laisse démarrer. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, moi, en effet, je suis un des cofondateurs d'Agili, qui est une agence web en fait, sur laquelle on fait des sites web et avec toute la partie design et aussi toute la partie structuration. Et en fait, on fait aussi beaucoup de MVP. On va en parler un petit peu après, mais tout en ce qui concerne le no-code. J'ai aussi une autre entreprise qui s'appelle Potion Studio, qui est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est création de contenu, donc génération d'articles de blog, articles aussi pour tout ce qui concerne le SEO et ce qui concerne aussi toute la rédaction de newsletter et de posts LinkedIn. Et j'ai aussi là récemment cofondé Startup Camp, qui est un accélérateur de startups qui a pour objectif de faire accélérer les entrepreneurs pour leur permettre de passer à l'échelle. Le no-code, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis à peu près 3 ans maintenant. Et récemment, là, notamment en novembre dernier, j'avais animé une formation sur le sujet pour partager un peu ma passion tout autour de ces outils assez géniaux. Je te laisse la parole, Frédéric. Ok, super. Donc, moi, Frédéric Biron, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'environnement SaaS marketing, plus précisément. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'accompagne des dirigeants d'entreprise pour essayer de les aider à développer leur entreprise en s'appuyant bien évidemment sur le digital, hein, puisque quand on commence à réorganiser dans les entreprises, optimiser les process, souvent on a besoin de faire appel à des outils. Et récemment, alors moi j'ai pas 3 ans d'expérience sur le no-code, hein, je n'ai que quelques mois d'expérience sur le no-code, mais par contre j'ai trouvé que c'était effectivement une petite révolution parce que on se rend compte qu'en quelques clics on peut déjà modéliser tout un environnement, tout un univers, et sans pour autant avoir besoin de faire appel à des développeurs en interne ou en externe. Donc ça offre déjà beaucoup de possibilités et surtout de manière très simple. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui au programme de ce séminaire, c'est déjà essayer de comprendre ce qu'est un peu le no-code. On vous a sélectionné quelques solutions qui sont des solutions phares au niveau du marché. Par contre, on va rentrer un peu plus dans le détail sur des présentations comme Glide, Zapier, Notion. Et puis, on finira par une petite discussion autour de Clubhouse, puisqu'on est dans la révolution. Et ça fait un peu partie de cette révolution aujourd'hui, Clubhouse. Et on vous en parlera. Et d'ailleurs, on aura quelques invitations pour ceux qui sont intéressés qu'on pourra redistribuer pour que vous puissiez vous y connecter. Donc, Tout à fait. qu'est-ce que le no-code? Timothée, est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet? Oui, bien sûr. Selon toi. Alors, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à avoir en tête, c'est de bien comprendre que le no-code, c'est avant tout un mouvement. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'il y a une réelle communauté
qui est très, très engagé sur le sujet, en fait, de personnes qui veulent faire en sorte que tout le monde puisse utiliser les outils no-code. Et donc, à la base, c'est vraiment pouvoir rendre en fait, l'accès à tout un tas d'outils, la mise en place de plusieurs processus, de plusieurs outils ensemble, de la manière la plus simple possible. En tout cas, sans avoir à faire une seule ligne de code. Voilà. Moi, je dirais aussi d'une autre manière, peut-être un peu différente, que je dirais que le no-code, c'est la possibilité, pour moi en tout cas, de mettre en place des systèmes d'information sans avoir recours aux services développement, tout en pouvant aussi automatiser un certain nombre d'opérations. Donc, puisque on est dans un écosystème en fait qui est interconnecté, on va pouvoir aussi bien créer des opérations dans un univers et ensuite opérer des actions dans d'autres univers. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer au travers de différents usages. Donc, le no-code en application, on vous montrera juste après donc comment créer en 2-3 minutes une application mobile de suivi de chiffre d'affaires. Quand on est chef d'entreprise, on aime bien aussi avoir les chiffres à portée de main et on verra que voilà, en quelques clics, on peut faire en sorte de pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations. Mais on peut, comme on le voit ici, créer une gestion de roadmap, un mini CRM. Tu as aussi des exemples aussi, Timothée, sur Ouais. ce qu'on peut faire en exemple d'usage. Oui, bah, voilà, on peut faire des CRM, on peut faire des roadmaps en fait, très rapidement, très simplement. Il va y avoir toute la partie aussi de gestion de projet qui va être possible à mettre en place assez rapidement et efficacement dans plusieurs outils qu'on va vous présenter. Et notamment, de gros avantages, c'est pouvoir automatiser des tâches, mais aussi des actions comme par exemple des onboarding sur toute la partie RH. On peut aussi faire en sorte d'avoir des modèles qui sont préparés pour des réunions afin de structurer les prises d'informations. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Presque un des pièges, c'est de trouver quels sont les éléments dont on a vraiment besoin et de ne pas passer beaucoup de temps à creuser un peu pour chercher tout ce qui existe. Parce on peut aussi quand même perdre un peu de temps avec tous ces outils. Ouais. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est évolutif instantanément. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de rajouter un champ dans votre base de données, parce que vous avez envie de critériser un peu plus certains formulaires, et ben, vous allez tout simplement rajouter le champ. Il est disponible immédiatement dans votre environnement. Et donc ça, c'est vraiment une force du no-code, c'est cette possibilité de déployer très très rapidement de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features. Et ça, c'est juste impossible dans un environnement de développement traditionnel. Tout à fait. Alors, quelques solutions qui sont des solutions très connues au niveau du no-code. Donc, on a des solutions qui sont plutôt orientées base de données, des solutions un peu comme Airtable, par exemple. Donc, c'est un peu comme une espèce de feuille Excel ou Google Sheet, mais beaucoup, beaucoup plus élaborée, puisque à partir de ces feuilles dans lesquelles on a beaucoup de données, qui seront du coup des bases de données, on peut mettre en place des relations en fait avec d'autres tables, donc c'est-à-dire d'autres onglets en fait dans votre feuille, mais surtout on peut rajouter par-dessus des interfaces en fait. Donc, ce qui permet de pouvoir piloter en fait ces données. Glide, par exemple, qu'on présentera tout à l'heure, là, c'est effectivement une solution qui permet de pouvoir créer une application mobile, donc une web apps, à partir d'une simple feuille Google Sheet. Et ça, c'est quand même juste extraordinaire. Et là, vous aurez une démonstration juste après en live qui vous permettra d'apprécier en fait toute la facilité qu'on peut avoir à utiliser ce type d'environnement. Avant de te passer la parole, Timothée, juste je ferai un petit zoom sur toute la partie automation. Il y a plusieurs niveaux en fait de solutions. On va dire que dans les solutions très connues, Integromat, Zapier, on a aussi en premier niveau Automate.io. Donc Automate.io, c'est une solution qui est facile d'accès, qui a un périmètre qui est un peu plus restreint
que Zapier, mais effectivement, quand on commence à aller sur Zapier, donc Zapier et l'automation, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est la possibilité d'interconnecter en fait tout un tas de solutions. Hein, si j'ai besoin de connecter du Facebook avec du Google Sheet, je passe par Zapier. Voilà, c'est un des exemples. Et on verra après, effectivement, comment on peut faire ça. Donc, ça veut dire que toutes ces solutions, en fait, on dit, ben voilà, nous, on va ouvrir une petite partie des opérations qu'on peut faire un peu sous forme d'API, qu'on va connecter sur Zapier. Et puis, on va laisser libre cours à des actions que vous pourrez utiliser dans ce cadre-là. Et puis, chaque solution a fait ça, ce qui fait qu'on peut interconnecter en fait toutes ces solutions-là. Et après, quand on va un peu plus loin avec une solution qui est vraiment très, très puissante, là, c'est Integromat, où là, on peut carrément designer des workflows complets et activer des opérations un petit peu partout dans tous les sens. Et là, ça vous donne une puissance juste phénoménale, puisqu'on peut aussi intégrer du code aussi dedans. Donc, vous imaginez un petit peu les possibilités. Ouais, ce qui est vraiment intéressant en fait avec tous ces outils no-code et tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que on n'est plus à la recherche en fait d'un seul outil pour répondre à tout un tas de fonctionnalités. On va plutôt rechercher plusieurs outils et comment on peut les assembler entre eux pour avoir un ensemble qui permette d'arriver à des choses très très puissantes. Donc c'est vraiment un peu je trouve de cette manière qu'il faut réfléchir à comment on va sélectionner un peu avec quels outils on veut travailler. Un petit détail qui est assez intéressant, c'est que la plupart de ces outils fonctionnent très très bien en mobile et vous avez presque la même interface sur ordinateur que sur smartphone, ce qui fait qu'on peut aussi bien travailler un peu sur son ordinateur que si c'est quelque chose sur le pouce par exemple, on peut très facilement ouvrir l'application qui est dédiée et elles sont toutes assez efficaces. Donc c'est un bel avantage pour travailler efficacement un peu quand on le souhaite. Voilà. Alors maintenant, voilà, on a fait une sélection de solutions, mais des solutions no-code, il y en a plusieurs centaines en fait. Hein. Donc Ouais. il faut faire le tri et surtout, à un moment donné, il faut aussi un petit peu mettre les mains dedans pour comprendre ce qu'on peut faire avec les outils no-code. Et donc ce travail en fait de recherche et d'identification au départ est quand même un petit peu long. Il faut pas se le cacher. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. J'en parlais un petit peu là tout à l'heure. C'est que c'est un mouvement qui est très très dynamique et qui est dans le marché donc des SaaS, donc les software as a service, qui sont un peu le nouveau rêve de tout entrepreneur parce que c'est soi-disant le type d'entreprise qui, vu que tout est en ligne, fonctionne même quand on dort. Et alors, c'est en partie vrai, mais pas tout à fait. Et ce qui fait qu'il y a énormément de personnes en fait, qui veulent lancer donc, souvent donc, des SaaS et des outils en no-code. Et en fait, ceux qui sont très performants, ce sont ceux qui ont, on va dire, 2 à 3 ans d'ancienneté, parce que c'est ceux qui ont réussi à vraiment fonctionner et à répondre à un vrai problème de marché. Donc, je vous conseille d'être assez prudent vers tous les très nouveaux outils qui existent, parce que parfois, ils ne sont pas très stables, ils ne sont pas forcément plus performants que des outils déjà bien établis qui sont souvent bien plus simples d'utilisation. Oui, et puis qui peuvent disparaître aussi du jour au lendemain. Tout à Et fait. quand vous avez monté une solution, soit pour votre interne, soit pour des clients, et que derrière vous êtes planté, vous êtes obligé de revoir toute votre architecture. Et là, l'architecture, elle repose sur tout un tas de solutions. Tout à Donc fait. oui, il y a des alternatives, mais il faut bien choisir effectivement, comme tu le disais Timothée très justement, il faut bien choisir effectivement des solutions. Donc aller sur les blockbusters du marché, c'est beaucoup plus rassurant, effectivement. Après, un des inconvénients aussi du no-code, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Hein. C'est un peu comme quand, pour ceux qui ont connu Linux dans les entreprises, qui existent toujours d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'on avait beaucoup de liberté, mais en même temps, il fallait se débrouiller un petit peu seul. Ben là, c'est un petit peu le même cas, en fait. Hein. Sur le no-code, quand vous avez des questions, d'ailleurs, c'est une des questions qui a été posée par un des participants, c'est de savoir si effectivement on avait une hotline ou quelque chose comme ça. Là, vous n'avez pas de hotline, vous avez au mieux un peu de support pour certains qui vont le faire sur des versions gratuites, sachant que la plupart des versions ont toujours un environnement gratuit qui vous permet de tester, pour la plupart. Hein. On va dire, allez, 85% sont à peu près dans ce cas-là. Mais derrière, si vous avez
vous rencontrez un problème ou vous avez des questions qui sont un peu plus techniques, vous n'avez pas de hotline, sauf à prendre un environnement payant pour le coup. Et quand vous multipliez les solutions, vous multipliez aussi les budgets, hein, c'est évident. Et il y a aussi un autre petit piège que vous pouvez rencontrer, c'est que dans certaines solutions, en fait, quand vous rentrez dans la version payante, en fait, vous rentrez dans une version payante uniquement dans un petit workspace ou une application. Et donc, vous imaginez que vous payez pour l'ensemble des applications que vous allez développer sur un univers. Ça, c'est le cas de Glide, par exemple. Glide, si vous créez une application et vous dites, bon, je passe en payant parce que j'ai envie d'avoir plus de lignes de base de données, etc., vous vous dites, super, je prends la version payante. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que vous avez pris votre version payante uniquement sur une application. Tout à fait. Et juste pour nuancer un petit peu ce que tu disais, Frédéric, sur le côté où on est un peu seul quand on prend un de ces outils. Alors, c'est vrai sur le no-code, mais il y a quand même des forums ou des communautés très fortes avec beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour débloquer des gens. Donc, on est seul, c'est vrai à première vue, mais il y a quand même possibilité d'avoir des personnes qui peuvent potentiellement prendre 10 minutes, un quart d'heure pour vous débloquer, vous faire une démonstration des fonctionnalités qui existent. Moi, j'utilise beaucoup, c'est des communautés qui sont présentes sur Facebook, dans des groupes, et notamment aussi sur des Slack. Donc Slack, qui est un outil de messagerie instantanée. Il y a un Slack qui s'appelle No Code France, et dans lesquels les gens sont très, 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 très actifs pour débloquer n'importe quelle situation sur tous les sujets no code. Ouais, on est sur la même chaîne, effectivement, qui est animée par contre. Voilà, on retrouve effectivement les bonnes recettes. Donc, heureusement, il y a une communauté qui est assez dynamique et qui est assez généreuse en termes de partage d'informations. Mais voilà, des fois, on est confronté à des difficultés où on a besoin d'avoir des champs calculés, des mises à jour automatiques, etc. Et on n'a pas forcément toujours les réponses ou alors il faut rentrer sur un petit peu plus de consulting. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse, Frédéric, excuse-moi, mais c'est juste pour dire un des inconvénients que l'on rencontre dans le no-code, c'est que chaque interface décide aussi un peu de faire sa propre syntaxe. Et ce qui fait que, par exemple, des formules que vous allez faire sur Airtable, ce n'est pas les mêmes formules que sur Excel, qui ne sont pas les mêmes formules que sur Notion, par exemple, quand vous présentez aussi. Donc, il y a ce petit inconvénient de voir, quand on maîtrise très bien un outil, ce n'est pas pour autant qu'on va maîtriser parfaitement un autre. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Glide. On va commencer effectivement par cette application. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret. Alors, je vais juste arrêter le partage 7 et je vais en démarrer un autre. Voilà, ici, partager l'écran. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Oui, impeccable. Hop, super. Donc là, je suis sur l'environnement Glide. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret. On va voir ce que c'est que créer une application no-code. Alors, la plupart des applications no-code, quand vous voulez rentrer, souvent, c'est un connecteur Google, Facebook. Enfin, la plupart du temps, c'est du Google. Donc, vous y accédez très rapidement. Hein. Même là, le temps de vous présenter ça, vous pouvez très bien vous créer un compte sur Glide. Vous voyez, c'est glide.io. Vous le retrouvez en tapant Glide sur Google. Vous verrez, c'est très simple. Vous rentrez vos identifiants Google et vous accédez directement à cet univers. Donc là, je vais vous montrer comment on crée une application. Il est 9h22. Vous allez voir que ça va aller très vite puisque je vais cliquer sur New App. On me propose de sélectionner une feuille Google Sheet. Je sélectionne cette feuille Google Sheet. Donc, je vais prendre celle-ci dans laquelle je vais avoir… Donc là, on voit tout de suite, il me propose en fait, il me propose directement de mettre en place les données sur mon application mobile. Donc au niveau de la table, vous voyez, c'est ça, hein, c'est très simple, ce sont des mois, du chiffre d'affaires et de la marge. Donc je reviens sur mon interface. Là, je vais, on va dire, créer, on le voit ici, deux systèmes de navigation avec d'une part un chiffre d'affaires et d'autre part avec la marge. Et celui-ci, je vais le supprimer parce qu'il ne m'intéresse pas. Donc, au niveau du chiffre d'affaires ici,
la présentation n'est quand même pas terrible, hein, d'accord? Ben, vous allez voir, c'est très simple. Je vais tout simplement lui dire, je voudrais une autre présentation. Voilà, donc on voit, on peut ici, on a tout un tas de paramètres qui permettent de choisir un petit peu comment on veut voir les informations qui sont voilà, dans mon onglet, dans ma table. Moi, je lui dis, je veux du détail et ici, je souhaiterais rajouter, donc on a beaucoup d'opérateurs, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Je souhaiterais rajouter un graphique. Donc, ce graphique-là, je souhaiterais du bar chart avec donc mes mois. Je voudrais mon chiffre d'affaires, voilà. Et donc, je vais retrouver ici, effectivement, mon chiffre d'affaires. Et si je veux avoir ici ma marge, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire détail. Je vais rajouter ici, hop, chart, barre, toujours en mois, mais ici, je vais aller non pas chercher le CA, mais la marge. Donc, il me reprend automatiquement en fait, ce que j'ai au niveau de mes colonnes. Donc, vous voyez, c'est une facilité déconcertante. Je pourrais même ici, sur celui-ci, dire je souhaiterais avoir le CA et la marge. Donc, je vais rajouter une quantité. Vous voyez, j'ai rajouté ici CA et marge. Et donc, je retrouve bien ici mon CA et ma marge. Donc, j'ai une petite application dans laquelle je vais pouvoir retrouver mes informations. Donc, j'ai juste besoin de mettre à jour mon fichier Google Sheet et je vais vous le publier directement. Donc là, je vais publier l'app. Voilà, on va l'appeler allez, Digital Bay, on est le 16, Digital Bay 16. Ah, c'est déjà pris. On va dire, allez, 160, je rajoute un 0. Voilà. Je vous invite à taper cette URL sur votre mobile dès maintenant. Alors, je vais le faire avec vous parce que je n'aimerais pas raconter de bêtises quand même. Mais voilà, dans Safari, quand vous êtes sur un iPhone, vous tapez dans Safari db 160.glideapp.io. Inconnu. Ouais, ça marche bien. Voilà. Et donc, si je l'ajoute à mon écran d'accueil, ce qu'on peut faire très facilement sur un iPhone, voilà. Quand je clique sur mon application, on va le voir ici, j'ai bien directement, effectivement, mon application où je peux naviguer voilà, dans les différents… voilà, ici. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'en l'espace, vous voyez, il est 9h26. En 4 minutes, j'ai créé une application de suivi de mon chiffre d'affaires et de ma marge avec du no-code. Si quelqu'un aujourd'hui peut me dire en combien de temps cette même application avec, on va dire, un développement traditionnel, ça veut dire un cahier des charges, ça veut dire du design thinking avant où on va effectivement faire tout un tas de propositions, etc. Là, effectivement, c'est modélisé. Alors oui, je n'ai pas forcément le choix d'un design qui est exactement précis par rapport à ce que je voulais, etc. Mais par contre, en termes de facilité de création, j'ai quelque chose qui est très facilement accessible, très rapidement, et qui me permet de mettre mes informations à disposition sur mon environnement mobile, voilà, en quelques clics. Donc après, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, où je vais prendre un exemple de la création d'une boutique en ville nature, où là, on va voir qu'on peut rajouter des images, on peut rajouter des produits recommandés, une sélection de produits, l'adresse de la boutique, du Google Maps, et on le voit ici en bas. Hein, j'espère que tout le monde voit bien. On le voit ici en bas. Je peux aussi naviguer dans différents univers, voir tous les produits, etc. Et donc, au niveau de ma feuille, en fait, puisque je suis toujours sur du Google Sheet, vous allez voir que c'est extrêmement simple, puisque je vais retrouver, donc on le voit ici à gauche, donc ma home, c'est des informations, en fait, que j'ai dedans. Pareil pour le groupe. Les catégories, je donne mes catégories et je dis que c'est en relation avec des produits.
Au niveau de mes produits, je fais la même chose. J'ai une description, un prix, etc. Je dis c'est en relation avec une catégorie. Je vais retrouver ensuite ici mes clients, les cartes qui ont été faites, les paniers de commandes, etc. Et donc, quand je reviens sur mon application, voilà, ici, vous voyez, on le voit sur la gauche. Voilà, il suffit que je passe. Vous voyez, là, ici, j'ai rajouté un séparateur, tout simplement. Ici, j'ai mis l'adresse de la boutique, c'est du texte. Voilà, ici, le téléphone, l'email. Si je clique sur l'email, vous voyez ici, je pourrais même pré-remplir très simplement l'email qui va être généré. Voilà. Et donc, quand j'ai besoin de naviguer dedans, je vais sur un produit. Ici, je retrouve ma table produit que je suis allé chercher ici, dans lequel je dis je voudrais la désignation, le prix, etc. Comment je présente ma liste, est-ce que j'ai des options dedans, des filtres, j'ai groupé, etc. Parce qu'il faut savoir que ici, en fonction de ce que vous mettez dans vos tables, vous allez pouvoir filtrer aussi, donc créer des filtres, donc créer des vues, en fait, d'une certaine manière. Et ici, je vais retrouver mon panier. Donc, si je suis sur un produit, que je rentre sur un produit, je vais retrouver donc la photo de mon produit. Je peux l'ajouter très simplement au panier. Et ici, je vais retrouver mon panier. Je n'ai plus qu'ensuite à valider mon panier. Et derrière, on verra tout à l'heure, je peux directement aller créer un zap sur Zapier. Donc Zapier, on reviendra après dessus, mais Timothée, je crois que tu nous présenteras quelque chose là-dessus qui est un peu plus détaillé. Et voilà, moi j'ai créé un zap ici qui s'appelle Envoi email de confirmation de commande, où je dis s'il y a ici dans Google Sheet l'ajout d'une ligne, tu m'envoies un email. Donc j'ai une nouvelle ligne qui s'est créée effectivement ici puisque la personne valide son panier. Ça me crée une nouvelle ligne dans ma table de commande qui est ici. Hop, voilà, je vais avoir mes commandes qui sont ici. Et je vais automatiquement, du coup, pouvoir envoyer directement un email de confirmation de commande qui sera complètement paramétré avec tous les champs dont je dispose dans ma base de données. Donc, comme on peut le voir ici, vous voyez, c'est un design qui est quand même sympa, même s'il est, on va dire, pas complètement customisé, puisque on fait avec les composants en fait, qui sont proposés par Glide, mais c'est un environnement qui est très, très évolutif, donc en permanence, on a des nouvelles choses qui viennent se rajouter, et après, cette application mobile à créer, ça m'a pris, pour être très précis, 2 jours. Donc 2 jours pour créer l'application mobile. Aujourd'hui, si je devais le faire avec un environnement traditionnel, je peux vous dire que j'en serais très très loin. Tu veux peut-être rajouter un truc, Timothée, sur Glide? Non, j'ai vu qu'il y avait deux questions. Il y a des questions qu'on a loupées un peu tout à l'heure, peut-être qu'on y répondra à la fin, mais là, juste, il y avait des questions sur Glide. Il y avait une question sur les photos de Fabrice et de Emmanuel sur le paiement. Est-ce que tu peux payer via Glide et comment tu uploads les photos? Oui, oui. Alors attends, hop, je vais juste moi afficher la conversation comme ça je le verrai. Alors, Alors, sur les photos, je vais répondre. Sur les photos, alors, il y a plusieurs possibilités au niveau des photos. Les photos, moi, j'aime bien les mettre sur Filebase parce que je trouve que c'est vraiment très simple et ça permet de pouvoir les partager assez effectivement. Donc, je récupère le lien et ensuite, ici, au niveau de la base de données, je vais tout simplement, je vais aller sur Produits, voilà, ici, Photos. Voilà, ici, je vais soit uploader les photos directement, soit mettre un lien directement sur Filebase. Donc, les deux fonctionnent, hein, lien ou photo, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent en fait. Ouais. Exactement. Ensuite, alors, quid de la portabilité d'une application, d'une plateforme à une autre? Alors, je serais tenté de dire 0. Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a des outils qui existent. J'ai plus le nom là. Il y a un outil qui est spécialisé pour ça. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, c'est très très compliqué parce qu'il faut vraiment réussir à transférer les bons champs au bon endroit. À la limite, ce qu'il se fait sur la portabilité, ça va être des exports en CSV, donc il y a un format de fichier assez universel pour ensuite les réuploader. Mais c'est pour ça qu'on a bien insisté au début, il faut bien choisir ces outils parce que quand il faut en changer, c'est très vite complexe. Ouais, c'est très complexe. Et on peut perdre beaucoup de données aussi au passage. Souvent, il y a une grosse perte de qualité de la donnée.
notamment s'il y a des relations qui sont faites. On perd les relations dès qu'on cherche à transférer d'un endroit à l'autre. Ah ouais. En général, il faut vous dire que vous récupérez vos données primaires. Tout ce qui est environnement relationnel, il ne faut pas compter dessus, en fait, parce que d'un univers à un autre, ça change complètement, en fait. Alors oui, on peut effectivement payer avec Glide. Je vais aller sur Upgrade. Si c'est toujours le cas, voilà. Alors, ils ne le mettent pas ici, hein, mais vous voyez, ça c'est pour une application. Si effectivement, dans un environnement personnel, j'ai 500 lignes, j'ai 100 mégas, enfin voilà. Mais par contre, si je mets en place Stripe, parce que Glide est connecté à Stripe, j'aurai 10% de taxation. En plus du Stripe, hein, c'est bien ça? En plus du Stripe. Ouais. Donc, tu es à 12-13 à peu près au total. Ouais. Ensuite, si je prends par exemple cet abonnement-là, par contre, je descends à 5 et quand je prends l'environnement pro, je descends à 2. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du chiffre d'affaires que vous envisagez de faire avec votre application pour définir en fait quel niveau d'upgrade de plan vous souhaitez mettre en place. Alors, je vois qu'on a une question aussi sur l'hébergement. Si on peut héberger soi-même les outils. Alors, pas à ma connaissance. Ouais, pas que je sache. Hein. Ouais, pas à ma connaissance. En fait, l'hébergement est géré directement par l'ensemble des solutions. Pour moi, aujourd'hui, 100% des solutions que l'on utilise gèrent leur propre hébergement. C'est ce qui leur permet de maintenir un haut niveau de disponibilité parce qu'il y a beaucoup de solutions qui tournent quand même très rapidement, quand même. Faut l'avouer. Donc, et ça, c'est en permanence optimisé parce qu'ils ont des bases de données qui grandissent tous les jours de plusieurs centaines de gigas. Et ça leur permet de maîtriser leur environnement. Par contre, on ne sait pas effectivement où sont les bases de données. Si, très souvent, c'est aux US. J'avais regardé le sujet, j'avais une problématique avec un client et la plupart du temps, c'est aux US. Ouais. C'est stocké. Le langage de l'app, est-ce qu'il est accessible en français? En tout cas pour Glide, non pour l'instant. Ouais. Et pour la plupart des environnements, on est souvent en anglais quand même. Et alors vraiment là-dessus, un conseil, c'est vaut mieux essayer de vous habituer au vocabulaire des applications, enfin des outils no-code qui est anglais, qui sera presque le même pour le coup, pour tous les outils, que d'essayer de le traduire en français. Parce que quand on traduit en français, on a beaucoup de mal, enfin, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver, je trouve en tout cas. Donc parfois, c'est plus simple de garder simplement le côté anglais. Voilà. Donc voilà pour une présentation pour Glide. Hop, je vais passer là, à la suivante. Sur Zapier. Ouais. Alors, je crois que c'est toi qui vas prendre le… Ouais, je peux partager quelques petites choses à ce sujet-là. Hop, partager l'écran. C'est bon, vous voyez tous mon écran là? Super, impeccable. Alors, donc là, Zapier, comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, c'est un outil qui permet de connecter différentes applications entre elles, donc via des API, qui sont en fait des API, hein, pour faire très simple, c'est comme une petite porte d'entrée en fait aux différents outils pour qu'on puisse les connecter entre eux. C'est très, très pratique pour automatiser des choses. Donc, Frédéric nous a montré, par exemple, comment envoyer un mail automatique quand il y a automatiquement quand il y a une nouvelle ligne dans un Google Sheet. Moi, je voulais vous montrer quelque chose d'un peu différent que j'utilise énormément pour de la prospection, notamment avec les clients. Ça prend un outil dont on n'a pas encore parlé, mais que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Calendly, qui est un outil qui permet de faire de la prise de rendez-vous automatisée. Ça fonctionne d'une manière assez simple. Ça se connecte directement à votre agenda et ça propose aux personnes, juste en cliquant sur un lien, d'avoir accès à votre agenda sur les plages disponibles. Donc, vous pouvez bien sûr paramétrer les plages en fonction de ce que vous voulez. Mais c'est très, très pratique pour éviter, par exemple, les allers-retours par mail de quand est-ce que vous êtes disponible, telle date, ah ben non, ce n'est pas possible, etc. Là, vous pouvez partager directement le lien. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde et ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc, si vous voulez, donc cet outil, il est très bien. Il permet d'enregistrer donc, des personnes qui prennent rendez-vous avec vous. Donc, on peut partir du principe que c'est essentiellement des prospects.
par exemple, dans ce cas-là. Mais en fait, il resterait, si on ne fait rien de plus, il reste stocké dans Calendly. Donc, ce qui pour nous n'a pas énormément de valeur finalement. Et du coup, il est possible de, par exemple, faire une connexion entre Calendly, donc la prise de rendez-vous, et son CRM. Donc là, j'ai pris l'exemple de Pipedrive, qui est un CRM très orienté vraiment uniquement en vente, qui est beaucoup utilisé dans toute la sphère startup aussi, et qui me permet que dès qu'une personne en fait, va créer une invitation sur Calendly, donc va réserver un créneau, automatiquement, ça va me permettre de créer, d'envoyer ces informations dans mon CRM en créant donc une nouvelle personne avec laquelle je vais pouvoir référencer son numéro de téléphone, son nom, prénom, son adresse mail. Je vais pouvoir créer donc une organisation, donc l'entreprise en fait dans laquelle elle travaille dans mon CRM, tout en automatique. Et ensuite, je vais pouvoir créer potentiellement un deal, donc une opportunité avec laquelle que je vais pouvoir enrichir des informations que la personne aura laissées, par exemple, dans son invitation. Ça, c'est un cas d'usage qui est assez courant, qui est très pratique. Donc, vous voyez, à première vue, ça paraît assez simple. Ça demande quand même une certaine réflexion, de connaissance de l'outil et de compréhension de quel va être le processus qui se déclenche derrière. Parce que pour réussir en fait, à avoir tout simplement un deal, donc une opportunité qui se crée avec les informations de la personne, de l'organisation, donc de l'entreprise, et la création de l'opportunité, vous voyez qu'on a quand même au total 5 étapes. Et donc, il faut respecter une certaine hiérarchie et un certain enchaînement pour que ça fonctionne bien. Mais ça a le gros avantage de vous faire gagner énormément de temps, puisqu'on pourrait imaginer que, par exemple, derrière, ensuite, dans le CRM, il y a automatiquement un message qui s'envoie dès qu'il y a un nouveau lead, par exemple, qui permet de s'inscrire directement à votre newsletter ou qui permettrait de, je ne sais pas, aller voir les différents articles que vous avez pu rédiger sur différents sujets. Et surtout, ça vous permet d'avoir un suivi de vos prospects beaucoup plus efficacement. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé à une époque où je faisais beaucoup de prospection sur LinkedIn. Et donc, je contactais les personnes avec le lien, ce fameux lien Calendly, et qui me permettait de recevoir automatiquement dans mon CRM toutes les personnes qui prenaient rendez-vous. J'avais posé quelques questions comme un formulaire en fait à l'entrée. Et du coup, j'avais des données très précises et je pouvais donc prendre les rendez-vous en ayant toutes les informations au préalable. Et ça, tout en automatique, donc ce qui est quand même assez pratique. Et ça évite notamment beaucoup les erreurs de ressaisie. Donc, c'était le petit cas que je voulais vous présenter sur Calendly, sur Zapier, pardon. Par contre, juste pour comprendre un peu la subtilité du no-code, imaginons qu'une personne, donc là, en fait, j'ai créé le schéma uniquement si quelqu'un crée un rendez-vous, mais s'il l'annule, ça n'est pas pris en compte. Donc, il faudrait continuer pour mettre aussi une brique expliquant qu'il faut annuler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire des choses assez simplement, mais quand on part un peu plus dans le détail, par exemple, que c'est annulé ou que c'est replanifié, c'est des étapes qu'il faut prendre en compte dans le processus et que si vous ne prenez pas en compte, potentiellement, vous allez avoir des doublons. Parce que si deux personnes avec une personne prend 2 rendez-vous, elle pourra arriver en double en fait dans votre CRM. Donc, c'est en même temps très pratique, mais si on ne le paramètre pas plus en détail, ça a certaines limites, donc de notamment créer des doublons. Ok, super. Merci Timothée. Tu voulais rajouter autre chose? Non, par rapport à ça. Alors, pas spécialement sur Zapier, non, pas spécialement. Sur Zapier, peut-être ce qu'on peut montrer. Alors, je vais reprendre peut-être la main là-dessus. J'arrête de partager, vas-y. Voilà. Sur Zapier, quand on veut créer des apps, alors là, je vais aller rechercher, je ne sais pas, par exemple, Google Sheet. Tout à fait. Voilà, Google Sheet. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a possibilité de voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé en fait comme trigger en fait et comme action. Et donc ça, on peut le faire sur plein de choses. On a déjà des apps qui sont proposées.
Hein, voilà, avec du Trello, avec du Gmail, enfin voilà, il y en a une palanquée là-dessus. Hein, voilà, on peut gérer ça en fait entre différents univers. Et donc, quand sur Zapier, vous allez rechercher ce que vous pouvez faire, il faut tout simplement taper dans la barre de recherche quel est l'outil qui vous intéresse, hein, donc ici, et tout de suite aller voir ce qu'il y a de disponible en fait en trigger et en action pour que vous puissiez savoir ce que vous pouvez opérer en fait avec cette solution. Je vais revenir sur notre présentation pour que l'on ne perde pas le fil. Alors, je ne sais pas si… Je crois qu'on passait sur Notion maintenant, il me semble. Hop. Voilà. Et donc, on a vu Zapier. On va regarder Notion, parce que je pense que Notion, Ouais. c'est effectivement un gros point. Tu veux démarrer ou tu as quelques exemples, Timothée? Ouais, complètement. Allez. J'ai complètement des exemples. Ouais. Donc Notion, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc c'est un outil en fait qui permet de… Alors c'est vraiment une base de connaissances. Il faut le voir comme une base de connaissances. Donc c'est un peu cette forme-là. Donc il y a ce qu'on appelle des workspaces. Donc c'est des endroits en fait dans lesquels on est tous… Alors, on ne voit pas Timothée. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour les Ah autres, bon? mais on ne le voit pas. Ah, attends. Il faudrait que tu Partager. partages peut-être l'application Stopper. si tu es sur Mac. Partager l'écran. Voilà, super. C'est bon là? Impec. Impec, voilà. Donc, comme je l'expliquais, on a des workspaces. C'est une notion qui arrive très régulièrement dans les outils no-code. Donc, c'est un lieu de travail en fait, qui est destiné par exemple, pour une entreprise ou pour une équipe. Donc, nous, on a décidé de mettre toute la documentation de notre entreprise dedans. Donc, vous voyez, on partage par exemple directement sur… Donc, c'est la page d'accueil en fait que tout le monde a quand ils ouvrent l'application. Donc, quelques OKR, quelques éléments particuliers. Et ensuite, on a toute une structure. En fait, on va classifier donc voilà, quelques informations au sujet de l'entreprise, toute la partie RH qui est documentée. C'est vraiment en fait énormément de documentation qui sont mises ici. Je passe un peu rapidement parce que je voudrais surtout vous montrer quelques usages qui sont très pratiques. Le premier usage que je trouve très sympa, c'est que on peut, donc en fait, Notion, ça fonctionne avec des pages. Et donc, on peut faire des pages, des sous-pages, des sous-sous-pages. Et donc, ça peut créer un peu comme les documents que l'on a sur ordinateur, mais d'une manière un peu plus simple à utiliser. C'est un outil qui est en même temps très simple d'utilisation, mais demande un peu d'apprentissage parce qu'il y a une approche qui est assez différente des outils qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est très pratique, c'est que l'on a beaucoup de templates, donc des modèles qui sont disponibles directement. Et donc, par exemple, si je voulais créer une roadmap, voyez, donc sur je sais pas, le développement d'un produit ou le suivi d'un projet, j'aurais tout simplement à donc, choisir le template, la roadmap que je vais faire par exemple. Ensuite, il s'ouvre et j'ai déjà mon tableau qui est déjà créé avec certains paramétrages. Donc, voilà, qu'est-ce que ça va être le type d'éléments. Donc là, est-ce que ça va être des tâches, est-ce que ça va être des bugs ou autre? Est-ce que c'est relié en fait à d'autres sujets plus principaux? À quel sprint ça correspond? Bref, en fait, on peut vraiment faire en sorte que ces cartes-là soient rattachées à, vous voyez, aussi des personnes, à par exemple, si je mettais Théo, voilà, ou des ingénieurs qui en feraient partie. Ce qui est pratique avec ça, c'est que très rapidement, on peut créer des cartes, vous voyez, et renseigner tout un tas de documentation. Et ça s'est fait, vous voyez, j'ai créé un modèle de roadmap, ça a pris littéralement 2 minutes. Après, là où il faut un petit peu nuancer, c'est que on peut très vite partir, vous voyez, sur quelque chose où il y a beaucoup de propriétés et où finalement, ça ne devient plus aussi efficace que ça l'est puisqu'il y a trop d'éléments. Donc, c'est assez important de bien définir en fait un peu au préalable comment vous voulez l'utiliser. Mais pour avoir une vue assez rapide, c'est quand même très pratique. Voilà, on a les statuts, donc ce n'est pas commencé, c'est en cours, c'est terminé. On pourrait aussi avoir un petit peu un backlog qu'on appelle si on était plutôt sur des projets un peu plus techniques. Et ensuite, on peut filtrer en fait la donnée très facilement en fonction des informations que l'on a référencées.
Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique. Et vous voyez, vous pouvez donc mettre les vues un petit peu que vous avez. Ça permet d'aller très, très vite sur de la visualisation, notamment. Nous, on l'utilise pas énormément en interne parce que c'est quelque chose on a un autre outil qui s'appelle Asana pour tout ce qui est gestion de projet, mais l'entreprise où j'étais avant, on faisait tout dessus et c'était très, très efficace et ça nous permettait d'aller très, très vite. Donc ça, c'était la première fonctionnalité que je voulais vous montrer. La deuxième, en fait, dont je suis très, très fan et que j'utilise beaucoup, c'est un modèle aussi que l'on a utilisé, qui est un modèle qui s'appelle Meeting Note, et dans lequel, en fait, on vient documenter toutes les réunions qui ont eu lieu dans l'entreprise, en fait, donc majoritairement. Alors, en réalité, on ne documente pas exactement tout. On a 2 réunions principales, une le lundi et une le vendredi. C'est celle qu'on essaie de documenter au maximum. Mais pour vous montrer un petit peu, le gros avantage, c'est qu'ici, j'ai toutes les dernières réunions qui ont eu lieu. Voilà, j'ai aussi des réunions avec des clients, par exemple, ou autres, qui me permettent de savoir directement, de pouvoir retrouver ce qui s'est dit lors de notre meeting. Et s'il y a des informations que je veux retrouver, je peux les retrouver assez facilement ici. Et pourquoi c'est très pratique? Parce que notamment, donc là, nos réunions du lundi matin, donc c'est le weekly business meeting, c'est toujours la même chose. Et donc, on a créé un template donc, que j'ai paramétré ici. Et vous allez voir, en fait, ça permet d'avoir une structure qui est toujours la même, qui fait que toutes les réunions maintenant se déroulent de la même manière et on est beaucoup, beaucoup plus structuré et plus rapide. Et donc, la forme, elle est assez simple. On a tendance à partager toujours ici une petite nouvelle. Donc, soit c'est une citation, soit c'est un petit gif qu'on voit beaucoup ces derniers temps pour lancer un peu la semaine. Une grande nouvelle qui a eu lieu, qui a lieu pour cette semaine et quels sont vraiment les éléments principaux, notamment que notre CEO va présenter. Et ensuite, on a mis en place une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Notion, qui sont donc les toggles, qui sont ces petits éléments qui permettent de faire dérouler d'autres sujets dessous. Et ce qui fait que nous, de cette manière, alors vu qu'on a trois entreprises que l'on gère, on peut parler très, très strictement de chaque sujet. Donc, par exemple, si je parle de Agili, je sais que je vais parler que des sujets d'Agili et c'est uniquement la Anaïs, donc mon associé sur la partie design, qui va s'occuper de nous raconter chaque élément. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu la semaine dernière, quels sont les problèmes qu'elle a rencontrés et les sujets à venir sur la prochaine semaine. Et une fois que le sujet, la partie design est clos, on ferme directement et on passe au sujet suivant qui a exactement la même structure et c'est exactement la même chose pour chaque élément. Ce fonctionnement, donc nous, on est une équipe on est 10 personnes dans notre entreprise. Ça nous a fait gagner à peu près entre 20 et 30 minutes à chaque réunion. Dorénavant, ce qu'on faisait en 1 heure, maintenant, on le fait à peu près en 35-40 minutes, simplement par le fait de pouvoir clore le sujet dès qu'il est terminé. Vous voyez, de cette manière, avec les petits sujets, les petits outils là, de toggle, qui sont extrêmement pratiques. C'est 1% de la possibilité de Notion, mais rien que pour cet élément-là, ça nous fait gagner énormément de temps. Et donc, bien sûr, ensuite, on a quand même un historique. Donc voilà, je pourrais savoir ce qui s'est passé la semaine d'avant ou les semaines précédentes, etc. Et on retrouve tout très, très simplement. Donc, c'est un petit élément de ce que l'on peut faire avec Notion. Il y a énormément d'autres choses qui sont possibles. Notamment, on a documenté et automatisé en fait, tout ce qui est l'onboarding des employés avec par exemple un système très simple où j'envoie ça, en fait, un mail avec les informations quand il y a une nouvelle personne. Elle clique ici et il y a une feuille qui va s'ouvrir avec, c'est celle-là qui s'ouvre et avec toutes les informations. Donc là, il change son prénom et son nom, tout ce qu'il doit savoir sur l'entreprise, voilà, avec tous les éléments. Vous voyez notre culture, les règles, les outils, bref, tout un tas d'informations. Et puis sa checklist, par exemple, d'onboarding, il doit effectuer. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec Notion. C'est génial. Moi, je suis un très grand fan et on a structuré beaucoup de choses dans l'entreprise. Maintenant, il faut quand même y passer un petit peu de temps pour que ce soit quelque chose de vraiment, que ça devienne vraiment efficace et pour appréhender l'outil.
Voilà pour moi sur cette partie, Frédéric. Super. Ce que je pourrais rajouter aussi sur Notion, que Ouais. je trouve vraiment très très pratique, c'est qu'effectivement, quand on a créé une base de données, on peut très très rapidement et facilement créer des vues sur cette base de données, Ouais. qui peuvent être des vues calendrier, par exemple. Si Ouais. dans les données que l'on a choisies, on a par exemple une date de début, une date de fin pour la gestion de projet, par exemple, ou des tâches, Bien. on va pouvoir très facilement non seulement avoir une vue calendrier, mais aussi créer une vue timeline. Et donc, Ouais. dans ces différentes vues, on pourrait très bien rajouter aussi des filtres ou des groupes. Ouais. Voilà, typiquement un exemple, des Un filtres ou timing. des groupes qui permettent aussi de pouvoir mieux cibler en fait la vue telle qu'on a envie de la voir. Voilà, une timeline Une vue view, timeline, effectivement, voilà, où on va par pouvoir exemple. voir effectivement tout ce que l'on peut retrouver. Et on choisit aussi un petit peu le niveau d'information qu'on peut mettre, puisqu'on Tout à peut fait. choisir pour chacun des tableaux en fait des propriétés d'affichage, où là on voit typiquement qu'effectivement que vous avez rajouté des sujets à droite ou des thématiques. Et tout ça c'est modulable là aussi de manière vraiment très très simple. Et quand on est sur du Kanban ou sur des choses comme ça, on peut faire du glisser-déposer aussi très Tout à facilement. fait. Quand on est sur du mini CRM, typiquement, quand on a quelqu'un qui passe d'une phase à une autre, on va Ouais. on va glisser-déposer, et puis cette personne-là va pouvoir dérouler en son fil au niveau de la relation commerciale pour pouvoir la faire évoluer, et ensuite avoir des champs calculés, enfin, etc., tout ce qu'on peut retrouver. Et tout ça, vous pouvez le faire, effectivement, et le faire évoluer de manière totalement indépendante. Tout à fait. Alors, j'ajouterais juste un tout petit détail, enfin, c'est pas un si petit détail. Notion n'a pas encore d'API ouverte à laquelle on peut se connecter pour, par exemple, bah, voilà, connecter des informations entre plusieurs outils. C'est le gros défaut aujourd'hui, on dira, de l'outil. Ils sont en train de travailler dessus. Mais voilà, par exemple, si vous voulez un usage CRM, il ne sera pas possible d'envoyer de mails automatiquement ou d'envoyer des notifications à des personnes dans Slack, par exemple, quand ils sont dans Slack ou dans votre outil de messagerie ou par mail. Donc, c'est la petite, voilà, c'est le détail. Je sais qu'ils travaillent très fort pour réussir à ce que l'API soit accessible, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et donc, on ne peut pas le connecter vraiment avec d'autres outils aujourd'hui. Voilà. Typiquement, si on veut effectivement aller s'orienter plus vers un CRM, on ira plus vers du Airtable, qui lui est bien Exactement. connecté, bien intégré au niveau de Zapier. On va pouvoir avoir beaucoup de triggers, beaucoup d'actions, Tout à fait. qui est un peu plus puissant effectivement sur cette partie-là, mais pour lequel on aura moins de possibilités au niveau de l'affichage. Donc, Oui, tout ce qui est librairie documentaire, des workflows qui sont assez simples, la gestion de projet, des choses où on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des informations en externe ou d'activer de l'automation. Là, on va plutôt choisir Notion. Si on veut de l'automatisation, des interactions avec des bases de données, même externes, on sera plutôt sur du Airtable, qui me semble plus approprié. tout à fait, ouais. Alors, je vais récupérer le Ouais, partage du je te coup laisse. pour Vas-y. continuer notre présentation. Donc, on a vu Notion. Hop, voilà. On va finir sur un petit échange sur Clubhouse. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Clubhouse. C'est une nouvelle application qui est un réseau social qui est basé principalement sur la création de rooms, hein, des salons de discussion vocales. Je crois, Timothée, que tu es aussi fan que moi de Notion, pas de Notion, de Clubhouse, pardon. Bah, aussi, ouais, Notion Clubhouse, les Voilà, deux. donc effectivement, Clubhouse, c'est extrêmement simple. Bon, il vous faut une invitation puisque le seul moyen de pouvoir se connecter sur cette application, Et qui pour l'instant ne fonctionne que sur iPhone. Je crois qu'ils n'ont ouais, pas c'est encore ça, hein. développé la version Android. Je crois qu'il y a une Euh, version Android, mais qui n'est pas officielle. Voilà. ouais, Donc, ok. on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, quoi. D'accord, sous le manteau. Ouais. Bon, on évitera. Donc, désolé pour les gens qui ont de l'Android, mais tous ceux qui ont des iPhones pourront en bénéficier. Et donc, le principe est relativement simple, c'est qu'il y a des personnes qui vont créer des rooms dans lesquels il va y avoir des sujets qui vont être évoqués. Là, effectivement, on avait Mark Zuckerberg qui intervenait sur Spotify, etc. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a 8000
participants. Et une des forces, effectivement, de Clubhouse, c'est de pouvoir proposer une clarté vraiment au niveau de la voix, comme on pourra l'avoir nulle part ailleurs. C'est très clair, c'est comme si vous avez la personne juste à côté de vous ou que vous étiez en train de l'appeler. Et donc, les gens vont échanger autour de thématiques qu'ils ont définies, qu'ils proposent, et chacun va pouvoir venir se connecter, écouter. Donc, il y a beaucoup de gens très inspirants. Il y a des conversations vraiment très intéressantes. Moi, j'assistais à des conversations où on avait quelqu'un qui s'occupait du design de Facebook, ensuite de Uber, et qui est maintenant chez SurveyMonkey, je crois, donc qui est basé à Palo Alto, ou à San Francisco, je ne sais plus, et qui vont justement communiquer sur leurs best practices, leur manière de travailler, comment ils sont organisés, etc. Donc ça, c'est pour des sujets un peu plus business, B2B, pro, etc. Mais on a aussi des sujets qui sont comment voilà, être heureux dans son travail. Enfin, on a un petit peu tous les sujets. Je ne sais pas si tu as des retours d'expérience de Timothée sur Clubhouse. Oui, alors écoutez, moi je l'ai pas mal utilisé. Alors c'est un super outil, hein, vraiment pour alors tant prendre des connaissances que finalement trouver des clients ou des personnes pour nous accompagner. Moi, par exemple, j'ai participé à une room, donc ça s'appelle des rooms là, donc des espaces en fait sur lesquels on discute tous ensemble sur le sujet du lancement d'entrepreneurs. Ce qui m'a donné l'occasion en fait de participer ensuite, là on fait ça à la fin du mois je crois, ou mi-mai, à lancer tout un sujet. Charles, en fait, le gros, un sujet, carton plus petit. Oui, tu mets les deux et puis après, je me démerderai. à lancer un sujet en fait sur justement comment se lancer dans l'entrepreneuriat en passant par un incubateur. Ça m'a aussi permis de me faire accompagner par exemple par un entrepreneur qui a une entreprise de 400 salariés aujourd'hui pour qu'il puisse m'aider à structurer voilà, tout le fonctionnement que l'on avait en interne, simplement parce que j'ai pu discuter avec lui et lui poser une question qui lui a semblé pertinente. Après, je l'ai rediscuté avec lui sur LinkedIn. Moi, je suis vraiment très, très agréablement surpris par ce réseau parce qu'on peut discuter avec des personnes que l'on n'aurait jamais avec lesquelles on n'aurait jamais cru pouvoir discuter. Et surtout, on retrouve cette ambiance un peu de networking qu'on pouvait avoir à l'époque, où on allait un peu dans des événements ou autres. Et là, on le fait directement. Et donc, c'est vraiment très, très sympa. Voilà. Et en live, et en direct. Et en live, tout à fait. C'est bien de pouvoir accéder voilà, à ces profils qui sont aussi outre-Atlantique ou ailleurs, voilà, qui peuvent être dans n'importe quel pays. Et c'est en plein de langues, hein, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, hein, puisque la communauté est très importante au niveau international. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que tout le monde est beau, tout le monde est gentil un petit peu sur le réseau, tout le monde est bienveillant, c'est super fun, sympa, etc. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'image qui peut être affichée, donc il y a beaucoup de com hein, qui est faite aussi effectivement là-dessus. On a des intervenants des fois qui sont super smart en ligne, voilà, qui sont prêts à vous aider. Et quand vous leur demandez une connexion sur LinkedIn, les gens ne vous répondent pas. Donc voilà, c'est juste, il y a l'image et puis la vraie vie. Donc, faut pas non plus être dans la désillusion par rapport à ça. En tout cas, en partage d'expérience, en conversation, c'est extrêmement inspirant. Et quand on tombe sur des rooms avec effectivement des gens qui ont des choses à raconter, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, vous n'écouterez plus la radio maintenant, vous écouterez Clubhouse. Voilà. Et on va finir un petit peu là-dessus, puisqu'on va essayer de respecter le timing qui avait été prévu. Hein, à quelques minutes près, on est plutôt pas mal. Je vais juste regarder si on a des questions qui seraient arrivées dernièrement. On a une question sur les triggers. Oui, c'est vrai que tu en as parlé, Frédéric. Les triggers, en fait, en français, c'est l'élément déclencheur. Et donc, en fait, quand on fait de l'automatisation, il faut toujours qu'il y ait un élément qui vienne, donc une action qui vienne déclencher le processus qui arrive ensuite. Et donc, le trigger que tu nous avais montré, Frédéric, par exemple, c'était une nouvelle ligne dans le Google Sheet. Moi, sur celui que j'avais présenté, donc l'élément déclencheur, c'était par exemple un nouveau rendez-vous qui avait été pris via Calendly.
Et donc, le trigger, c'est l'élément déclencheur. OK. On a aussi comme question ces outils Glide, Zapier, Notion fonctionnent de préférence sur environnement Google, Windows et Mac. Oui, bien sûr, ça fonctionne sur tous les environnements. Pour certains, il y a même des applications qui ont été développées pour Mac, puisque Mac fonctionne aussi pas mal avec des applications. Et donc, Notion, typiquement, on peut télécharger, tout comme Slack et d'autres, on va pouvoir télécharger les applications. Mais sinon, tous se sont stockés en cloud. Enfin, c'est du software as a service, donc du logiciel en ligne. Et donc, on y a accès de n'importe quel ordinateur. Voilà. Si vous voulez avoir la présentation, elle est envoyée sur demande. Vous envoyez tout simplement un email à ksend@gmail.com, comme vous pouvez le voir ici. On vous enverra ça avec grand plaisir. Si certains veulent aussi avoir des accès ou des invitations pour Clubhouse, n'hésitez pas aussi sur cet email à les envoyer. Alors, on en a très très peu. Puisque c'est donné un petit peu au compte-gouttes. Donc, si on doit en avoir 5, je ne sais pas si tu en as encore dans ton… moi, j'en ai 5, Tu en as quelques-unes, moi aussi. Donc, on vous enverra ça avec grand plaisir, bien évidemment. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de prendre un peu la parole pour nous poser une ou deux questions en direct, en dehors du chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Ne soyez pas timide, bien évidemment. Je veux bien poser une question que j'avais posée au début. Quand on a une application à faire, il y a plein de fonctionnalités diverses. Et donc, on peut lister les fonctionnalités qu'on veut. Comment on fait pour trouver la bonne application qui a les bonnes fonctionnalités? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tableaux de synthèse des différentes fonctionnalités possibles par application et comment on peut faire les liens entre tout ça? Alors, c'est vrai que Zapier permet de faire plein de choses. Mais est-ce que je pense particulièrement à Bubble, qui est beaucoup plus lourd, sans doute, etc. Est-ce qu'on peut voir dans Bubble, on peut faire ça, mais on ne pourra pas faire, par exemple, de prise de photos sur Android via Bubble, des choses comme ça. Moi, je peux esquisser une petite réponse. Alors, on a des tableaux comparatifs qui existent sur le web, on arrive à en trouver. Maintenant, ils ne sont pas suffisamment exhaustifs, Et puis, en plus, les solutions évoluent beaucoup dans le temps, donc c'est compliqué, en fait, à suivre. Mais effectivement, dans les différents univers, tu prenais l'exemple de Bubble, mais tu as aussi Adalo et d'autres. Le problème, en fait, c'est que on a besoin tellement en fait de fonctionnalités qu'il faudrait avoir des tableaux tellement grands sur des périmètres qui sont différents qu'aujourd'hui personne ne va se lancer là-dessus parce que on sait très bien que 3 semaines après le tableau est obsolète. Donc moi le petit conseil que j'aurais à donner, c'est effectivement passer quelques soirées, quelques week-ends en rentrant en fait dans les outils parce que sans ça c'est juste impossible en fait. Alors comme on en a parlé, il y a les communautés, Slack par exemple, No Code France ou les groupes Facebook qui sont très très engagés sur le sujet, donc je vous invite vraiment à regarder parce que vous posez votre question en disant par exemple, moi j'ai besoin de créer tel outil, les fonctionnalités essentielles ça va être ça, et il va y avoir une dizaine, quinzaine de réponses de personnes qui vont vous dire tu devrais regarder tel et tel outil et qui finalement vont vous permettre de retrouver à peu près les éléments principaux, au moins de filtrer juste vous concentrer sur 2-3 outils qui correspondent à peu près à votre problématique en tout cas. Voilà. On a aussi une question. Merci Emmanuel pour ta participation. On a aussi une question qui nous dit Notion et Discord, quelle différence? Alors moi je ne connais pas suffisamment Discord, je l'ai installé il y a très peu de temps. Je ne sais pas si tu le connais un peu. Oui, je connais très bien. Alors ce n'est pas du tout les mêmes choses. Discord, ça s'apparente à un outil de chat en fait en direct par écrit. Donc on pourrait comparer Discord plutôt à Microsoft Teams ou à Slack, qui sont des outils de messagerie. Notion, c'est vraiment un outil c'est une base de connaissances avec ces fonctionnalités de visualisation de données. Il faut vraiment le voir comme un outil de base de connaissances dans lequel ça ne va pas être facile de discuter avec quelqu'un, par exemple, là où Discord va permettre d'échanger en direct très, très simplement. Même par la voix, Discord, effectivement, on va pouvoir… Oui, c'est vrai que tu peux parler.
rentrer dans un bureau, discuter directement, effectivement, ce que ne permet pas du tout Notion. Notion, on est vraiment sur du partage d'informations et sur Discord, on serait plutôt sur du partage de conversations, on va dire. Voilà. Ah oui, très bien, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder en live directement? N'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on clôture cette room. Teddy, tu peux peut-être nous driver un peu sur le sujet. On avait une question au niveau des garanties sur le RGPD, je crois. Oui, alors sur le RGPD, on a répondu un petit peu. Hein. RGPD, c'est bien, on est entre nous, on est en Europe, mais il existe le monde. Hein, et dans le monde, les gens, ils font un petit peu comme ils en ont envie. Et comme la plupart des solutions, des grosses solutions, c'est des solutions plutôt américaines, effectivement, voilà, nos données sont plutôt parties outre-Atlantique. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de solutions qui veulent être performantes sont obligées de mettre des serveurs un petit peu partout dans le monde pour pouvoir faire en sorte que nos temps de réactivité quand on va rechercher l'information soient assez rapides. Donc, du coup, nos données peuvent être aussi bien en Europe qu'en Irlande qu'aux États-Unis. Voilà. On va être le plus proche du serveur qui est le plus près. Donc, ça dépendra des infrastructures. Voilà. J'espère que voilà, ça vous a en tout cas éclairé un peu plus sur ce qu'est le no-code. Voilà, je remercie Timothée d'avoir co-animé cette présentation du no-code. Je tiens à remercier aussi tous les participants d'avoir été assidus jusqu'à la fin de ce webinaire. En espérant vous retrouver bientôt. Voilà, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus ou de rentrer un peu plus dans le détail sur certains projets, nous nous tenons bien évidemment à votre disposition. Vous avez nos coordonnées j'espère que vous les avez pris effectivement quand on a passé les slides, mais dans tous les cas, vous pouvez toujours nous demander la présentation, vous retrouverez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avancer un peu plus sur certains sujets. Le no-code est absolument passionnant. Ça bouge tous les jours et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, en l'espace de 4 minutes, on est capable de créer une application de suivi de ces KPI d'entreprise. Et ça, tout chef d'entreprise est assez friand, effectivement, de pouvoir un petit peu savoir ce qui se passe dans son business, dans son entreprise, et les outils no-code, croyez-moi, peuvent vous permettre tout ça de manière vraiment extrêmement simple. Tout à fait. Ouais. Merci à tous les deux en tout cas. Comment? Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir accueillis. Voilà. Et je remercie encore Timothée d'avoir co-animé cette présentation qui était très intéressante, je l'espère en tout cas, pour tout le monde. Avec plaisir. Merci à tous. Merci, voilà. Bonne journée. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Teddy, c'est bon. Je te remercie aussi pour… Ouais, merci à vous deux. C'était super. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Bravo. Top. Bah, écoutez, avec plaisir. Là, tu peux arrêter l'enregistrement, par contre. Ouais.